Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo en espérant que je puisse vous raconter une histoire. Aujourd'hui, ma voix va mieux. J'espère que j'aurai pas des quintes de tout et des trucs comme ça. Alors, j'ai commencé ma toile. Enfin, on va dire c'est pas ferme et définitif, mais j'ai démarré un petit peu cette toile que j'avais eue en partenariat, mais alors avec qui? C'est toujours pareil. Je vous le marquerai à l'écran si j'y pense. Donc mes trois petits gnomes en point compté. Cette toile-là, elle est en point compté. Donc j'avais envie de vous prendre sur ça. Mais également, bah, là, en attendant, parce que en fait... en attendant je ne sais pas quoi, mais à chaque fois que je viens ici pour faire des vidéos, je m'assois, j'allume un peu mon chauffage, je t'explique, j'allume une petite bougie, je brûle un peu d'encens, patati patata, je réchauffe un petit peu la pièce. Et donc, je me perds toujours un peu sur YouTube en faisant ça. Et je trouve toujours quelque chose à regarder. Donc je me suis dit, tiens, je regarde... telle vidéo et puis je vais faire 2-3 points sur celle-là. Vous vous rappelez de ma maléfique? Donc je me tâtais entre celle-ci pour vous raconter mon histoire ou maléfique. Et donc j'ai fait un petit fil ici. C'est bien couvrant, c'est du 14 CT. Elle est très jolie cette toile. Elle est magnifique. J'ai pas fait grand chose, hein. Ça je l'avais fait, il me semble, avec vous, quand je l'ai démarré. Et puis là aujourd'hui, j'ai fait ça. Alors, je ne sais pas si je sais pas. J'hésite. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur mes petits gnomes. Là, c'était tout à l'heure, en 1 heure de temps environ. Ouais, c'est ça. J'ai démarré, donc j'ai fait ça. Donc c'est sur une toile, moi j'ai changé de toile, donc je le fais sur une Aida 5.5. Qui est, alors le nom de cette toile, je connaissais le nom de cette toile parce que j'ai la même toile pour mon Madame la Fée qu'il faudrait que je reprenne. Mon Madame la Fée, c'est de l'Aida 7. Attends, parce que je suis en train de foutre le feu à la baraque. C'est de l'Aida 7 pour mon Madame la Fée. Et ici, c'est du 5.5, il me semble. Ouais. Donc, c'est une... elle a un nom, cette toile. Alors, elle est pailletée, hein, bien sûr. Vous voyez bien, elle est irisée, pailletée. Et ce sont des paillettes qui partent pas au lavage, par contre. Hein. C'est incrusté dans la fibre. Et voilà ce que j'ai fait tout à l'heure, environ en 1 heure de temps. Donc, j'ai démarré par le milieu. Hein, je me suis pas pris la tête. Voilà, donc je suis dans son bonnet ici, le bonnet bleu. Donc éventuellement, ouais, je vais continuer sur cette toile-là, je pense. Hein. J'adore ma maléfique, mais vu que je suis sur celle-ci aujourd'hui, j'ai bien envie de continuer. Voilà, donc je vais préparer, alors... Vous avez vu que j'ai mis du scotch de masquage tout autour. Voilà, parce qu'elle s'effiloche un petit peu. Et j'ai noté sur le scotch de masquage, c'est pratique, j'ai mis le bas et j'ai mis le haut. Comme ça, parce que sinon c'est trop facile de se tromper. Parce que quand tu la reprends, elle est comme ça, tu te dis, oh bah... Bon, on voit que c'est pas le bon sens quand même, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des doutes, donc voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est pas mal, je suis contente. Donc on va essayer de la continuer un petit peu. Alors évidemment, comme je suis en x1, c'est un petit peu... ça se floute quand tu vois, quand je... ouais, il y a des fois aussi flouté. Donc je vais installer mon cercle à broder et je vais broder là-dessus. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise ? Donc, je vais vous conter une histoire. Oui, c'est ça. Alors, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à
à mes petites vidéos broderie. Comment je pourrais appeler ça? Bah ouais, c'est ça. J'ai appelé ça je brode et je te raconte. C'est ça. Je brode et je te raconte. Je pense que je vais garder ce nom-là. Ouais, c'est pas mal. Je brode et je te raconte. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé tout ça. Mais j'ai aussi des gens qui m'ont dit que c'était trop lent. Non, pas trop lent. Trop rapide, je crois. Oui, trop rapide. Alors, je vais essayer de faire un effort. Je vais essayer de faire un effort pour parler un petit peu plus calmement. C'est vrai que moi, j'ai tendance à lire vite. Mais voilà. Il faut que je fasse attention à ça. Ceci dit, vous avez une petite molette. Hein, vous connaissez sur YouTube, vous avez une petite molette sur votre écran. Quand vous regardez la vidéo, tout en haut à droite, vous avez une petite molette blanche. Vous cliquez dessus et là, vous avez sous-titres, résolution de l'image et vous avez vitesse de lecture. Donc, pour les gens qui trouvent que je lis trop doucement, vous pouvez accélérer. Vous faites x1,25, x1,5, x2, voilà. Et pour les gens qui trouvent que je vais trop vite, vous pouvez ralentir. Donc, vous baissez dans l'autre sens. 0,5, 0,25, voilà. Voilà, comme ça conviendra à tout le monde. Parce que je peux pas m'adapter. Vous pensez bien que je peux pas m'adapter à tous. J'aimerais bien faire plaisir à tout le monde, mais j'ai aussi mon propre truc. Ceci dit, je vous promets que je vais faire attention à ça. Voilà, donc on est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous reprendre une histoire criminelle dans le livre de... Voilà, c'est ce livre-là, si vous voulez vous le procurer. Hein. Christophe Ondelat, Les histoires criminelles. Et l'histoire que j'ai choisie aujourd'hui, c'est le cannibale de Rouen. Voilà. Donc, je vais vous lire ça. Et en même temps, je vais broder. Voilà. Donc, on se dit à tout à l'heure. J'espère que ça va vous plaire. Âme sensible, s'abstenir parce que c'est une histoire quand même qui est assez costaude. Déjà, par son titre, hein, cannibale. Donc... si vous avez un peu de sensibilité, ne mangez pas. Pendant que vous écoutez ça, évitez de manger quelque chose parce que ça risque de vous dégoûter. Vous pouvez boire un thé ou un café. Là, je pense que ça posera pas de problème. Mais voilà, évitez de grignoter quand même. Pardon. Et puis, bah, c'est tout. On se retrouve tout à l'heure. Allez, bonne... comment on pourrait dire ça? Bonne écoute? Ouais, bonne écoute. À tout à l'heure. Une affaire épouvantable maintenant. Un épisode sanglant d'une violence inouïe qui va nous faire entrer au cœur de la maison d'arrêt de Rouen, en Normandie. Nous sommes à la période de Noël, en 2006. Un moment toujours un peu particulier pour les prisonniers. En prison, on ressent un surcroît d'angoisse, de spleen et de cafard, en ces jours traditionnellement festifs. Nous sommes dans le secteur 2 de la maison d'arrêt, le 28 décembre 2006. Thierry Baudry, un détenu de 31 ans, change de cellule. Il va enfin pouvoir rejoindre son copain Nicolas. Depuis le temps qu'il le demandait. 2 gardiens l'accompagnent à travers les couloirs jusqu'à la cellule 26. 2 tours de clé et Thierry Baudry pénètre dans la cellule, qu'il va désormais partager avec 2 autres détenus. Son ami Nicolas Cocagne, donc 35 ans, et David Lagrue, 29 ans. La pièce est en tout point identique à celle qu'il vient de quitter, à ceci près qu'elle est disposée différemment. Elle est meublée de 3 lits superposés, d'une petite table, d'un petit coin cuisine avec un réchaud, et dans le coin, d'un lavabo et de toilettes. Ces 2 codétenus sont couchés. Thierry comprend qu'il occupera le lit du haut. Plus d'intimité, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut grimper.
La porte se referme et, passé l'effusion des retrouvailles, les 3 prisonniers retombent rapidement dans leur routine de prisonniers. Il n'y a pas grand-chose à faire en prison, surtout en maison d'arrêt. Les promenades sont courtes, 1 heure, pas plus, et le travail est rare. David, Nicolas et Thierry passent le plus clair de leur temps à fumer des joints sur leur lit en regardant la télé. Heureusement, ils s'entendent bien, mais ça va pas durer. Assez vite, la situation se dégrade entre Nicolas et Thierry. Pourtant, ils avaient insisté pour qu'on les mette ensemble dans la même cellule. Mais s'il y a bien une chose que Nicolas Coquaigne ne supporte pas, c'est le désordre et le manque d'hygiène. Or, Thierry est loin d'être irréprochable sur ces 2 points. Il n'est absolument pas gêné d'aller aux toilettes au beau milieu du repas, alors que la table est à 1 mètre à peine des WC. Et quand il a fini, il se lave jamais les mains. Ça met Nicolas hors de lui. Il le traite de tous les noms, de porc, de crado, et l'autre a l'air de s'en ficher complètement. Il ne partage la même cellule que depuis 3 jours. Ça promet. Le 31 décembre, Nicolas Coquaigne et David Lagrue sont en promenade, tandis que Thierry est resté dans la cellule. C'est un délinquant SEX, et ceux-là, en général, préfèrent éviter les heures de promenade, par peur de se faire démolir par les autres prisonniers. Pendant la promenade, Nicolas dit à David « Il faut absolument que Baudry dégage. Il faut qu'il se barre, sinon je vais le fumer, je vais le manger. » Lorsqu'ils retournent dans leur cellule, Thierry a bouché les toilettes en y enfonçant 4 rouleaux de papier hygiénique. Nicolas sort de ses gonds. « Baudry, putain, t'as bouché les chiottes, tu fais exprès ou quoi ?» Et comme l'autre ne lui répond pas, Nicolas se jette sur lui et commence à le frapper de toutes ses forces. Lagrue s'interpose avec ses gros bras. « Arrêtez les mecs, il faut pas alerter les surveillants, sinon on va morfler. » Chacun regagne son lit et la soirée se termine dans le calme. Le lendemain, pendant la promenade, Nicolas redit à David « S'il part pas, je vais le tuer. » À leur retour, David décide de parler à Thierry pour le prévenir. « Thierry, il faut que tu retournes dans ta cellule, sinon ça risque de mal se terminer. » L'autre ne dit rien. Ils finissent par se rouler des joints et par s'affaler devant la télé. Le début de soirée se passe plutôt bien. Mais aux alentours de minuit, les choses dégénèrent. Nicolas décide de se faire un petit fritchti. Il fait revenir de l'ail et des oignons sur le réchaud pour accommoder un peu de riz. Pile à ce moment-là, Thierry descend de son lit pour aller aux toilettes. Quand il a fini, une fois de plus, il ne se lave pas les mains et commence à se diriger vers son lit. Nicolas l'empoigne alors violemment par le bras. « Tu vas te laver les mains tout de suite, j'ai dit !» L'autre se passe mollement les mains sous l'eau. La suite est un pétage de plomb intégral. Nicolas se jette sur Thierry et le crible de coups de poing. Allongé en chien de fusil sur un lit, l'autre ne moufte pas. C'est alors que Coquaigne attrape un couteau qu'il s'est fabriqué et le poignarde rageusement dans le thorax, dans le cou et au visage. Le sang gicle sur les murs. C'est une véritable boucherie. Dans son lit, David est tétanisé. Il interpelle Nicolas. « Mais qu'est-ce que tu fous, putain ? Tu vas quand même pas le tuer !»« T'inquiète, je leur dirai demain que c'est moi. Te mêle pas de ça. » Dans la tête de David, tout va très vite. Il se dit que s'il appelle les surveillants maintenant, en pleine nuit, ils vont mettre beaucoup trop de temps à arriver. Dans les maisons d'arrêt, la nuit, il y a très peu de surveillants. Le temps qu'ils arrivent, Nicolas aura tout le temps de le trucider lui aussi. Alors il ne dit rien. Coquaigne s'empare d'un sac plastique et enserre la tête de Thierry dedans. L'autre étouffe, tente de se débattre, avant de s'affaisser complètement. Il est mort. Nicolas l'a tué uniquement parce qu'il ne sait pas laver les mains. Nicolas, un peu essoufflé, se relève et va se rincer les mains et les bras maculés de sang. Puis, il attrape une serviette et nettoie le visage de Thierry.
Ensuite, il lui passe autour du cou une petite chaîne avec une croix et lui fait un signe de croix au-dessus de la tête. Ça fait froid dans le dos. Mais pas autant que ce qui va suivre. Car ce qui se passe ensuite dépasse l'entendement. Nicolas avait dit à David que si Thierry ne se calmait pas, il le mangerait. Alors il s'empare d'un rasoir, le fracasse sur le sol, récupère la lame et entreprend d'inciser la poitrine de Thierry de haut en bas. Il est extrêmement calme. Ses gestes sont précis, son regard concentré. Il arbore un sourire diabolique. Le lit et les murs sont maculés de sang. Et voilà qu'il plonge la main dans les entrailles de Thierry, sous les côtes, jusqu'au poignet. Il arrache à main nue un peu de chair qu'il porte à sa bouche. Puis il replonge sa main et arrache un morceau de ce qu'il pense être le cœur. Il le met dans la poêle, où mijote le riz, l'ail et les oignons, et le fait cuire. Ensuite, il s'installe tranquillement devant la télévision et savoure son macabre repas. Il vient de franchir le Rubicon. Il a mangé de la chair humaine. Nicolas Cocagne est un cannibale, un vrai. Vers 3 heures du matin, repu, il s'endort. Le lendemain, à 7h05, un surveillant entre dans la cellule pour l'appel du matin. Voyant que Thierry Baudry ne répond pas, il l'appelle plus fort. « Il ne vous répondra pas, dit Nicolas. Je l'ai fumé, et j'ai mangé son cœur. » Le surveillant, interpellé, s'approche du lit de Baudry et soulève la couverture. Ce qu'il voit lui retourne le cœur. Il n'a jamais vu une chose pareille, jamais. C'est l'horreur absolue. À ce stade de l'histoire, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui est ce type, ce Nicolas Cocagne. A priori, c'est un malade mental. Tous les psychiatres qui l'examinent après le massacre de Thierry Baudry disent qu'il est schizophrène. Ça peut éventuellement expliquer le meurtre, mais ça n'explique pas le cannibalisme. Y a-t-il quelque chose dans sa vie qui puisse expliquer ce geste de pure horreur? À vous de juger son histoire. L'histoire de la destruction consciencieuse et systématique d'un être humain depuis sa naissance. Avec Nicolas, on a fabriqué une bombe humaine, prête à exploser à chaque instant de sa vie. Pas étonnant qu'il soit complètement fou. Dès le début, ça commence mal. Nicolas est né sous X, d'un père inconnu et d'une mère qui l'abandonne 2 jours après sa naissance dans une pouponnière de la Dasse, du nord de la France. Déjà, on le considère comme un bébé difficile. Il est agité, il a des retards d'apprentissage. Pour l'instant, il est inapte à l'adoption. Les autres bébés partent, lui, il reste. C'est à la pouponnière qu'il fait ses premiers pas, qu'il apprend ses premiers mots. À l'âge de 2 ans, il n'a encore jamais été serré par des bras aimants. On s'occupe de lui, mais on ne l'aime pas. Ce n'est pas le travail des puéricultrices. On le place ensuite chez une nourrice, mais il est trop agité, trop difficile, elle n'en veut plus. Alors, on l'envoie dans une famille d'accueil. Et là, c'est un miracle. La famille s'attache à lui et il s'attache à eux. Enfin, on l'aime. Enfin, on vient l'embrasser le soir avant de dormir. Son petit cœur commence à battre pour quelqu'un. La suite va anéantir tout ça. Comme il va mieux, on considère qu'il est prêt pour l'adoption. Alors, on l'arrache à cette famille aimante pour l'envoyer chez un couple de quadragénaires, Geneviève et François Cocagne, qui vivent au Petit-Quevilly, en Normandie, et qui étaient sur la liste d'attente depuis 10 ans. Cette adoption devrait être une bonne nouvelle, mais pour lui, c'est un déchirement. Arrivé chez les Cocagne, c'est un enfant turbulent qui ne communique pas beaucoup et qui n'en fait qu'à sa tête. À l'âge de 6 ans, ses parents décident de lui dire la vérité. « Tu vois, Nicolas, toi tu n'avais pas de parents, nous,
nous n'avions pas d'enfants. Et nous avons été réunis pour notre bonheur à tous. À partir de ce moment-là, Nicolas se met à nourrir une rancœur profonde à l'écart de sa mère qu'il n'a jamais connue. À l'âge de 7 ans, il dit à sa psychologue « Moi, quand je serai grand, si elle est encore vivante, je la tuerai. Si elle est morte, j'irai cracher sur sa tombe. » Mais au fond, ce qu'il désire par-dessus tout, c'est savoir qui est sa mère. Il veut récupérer son dossier à la DAS, c'est une obsession. Mais à l'époque, un enfant ne pouvait pas avoir accès à son dossier, hormis à sa majorité. Entre-temps, il va méticuleusement détruire son existence. Passons rapidement sur certains épisodes de sa vie. Son premier vol de sac à main, arraché dans la rue. Les centres éducatifs, d'où il fugue, où on le ramène. Le VIOL dont il est victime à l'âge de 13 ans. J'en arrive directement à ses 18 ans. Le jour même de son anniversaire, il se rend à la DAS pour récupérer son dossier. Il ne récupère pas grand-chose. Quelques feuilles dans une chemise, rien de plus. Il les emporte pour les lire au calme. Le contenu est décevant. Son père, inconnu. Sa mère instable, malade psychiatrique, mythomane et SDF. Elle est introuvable. Il n'est pas le seul enfant qu'elle ait abandonné. Il a une petite sœur quelque part qu'il ne parviendra jamais à retrouver. Et la dégringolade continue. La rue, la picole, le hashish. Le bordel pour calmer ses pulsions SEX, de plus en plus envahissantes. Son premier amour, Karine, qui s'enfuit devant sa violence. Les boulots que lui trouvent ses parents et qu'il ne garde jamais longtemps. L'armée, qui le réforme, et la fille qu'il rencontre ensuite. Sophia, prostituée et fille de prostituée. Dans ces années-là, au début de sa vie d'adulte, Nicolas est tout bonnement odieux avec ses parents adoptifs, qui pourtant tentent de l'aider du mieux qu'ils peuvent. Il ne leur parle que pour leur demander de l'argent. S'ils refusent, il les menace. Un jour, il poursuivit son père avec une hache pour lui soutirer des billets et échoue en prison. Pendant ce temps, Sophia accouche d'une petite fille. Et qui s'en occupe? Les parents de Nicolas, bien sûr. Il ne le laisse jamais tomber. À sa sortie de prison, il est dans un état psychique déplorable. Ses parents lui trouvent une petite maison en Normandie pour qu'il puisse y installer avec Sophia et leur fille. Au passage, il en profite pour acheter 2 boas, une migale et 2 bergers allemands. Il se fait couvrir le corps de tatouages. La bombe humaine est amorcée. J'insiste sur un point. Depuis le début, Nicolas a toujours eu le soutien de ses parents adoptifs. Quand il était petit, devant les difficultés qu'il posait, la DAS leur avait proposé de le reprendre. Mais ils ont refusé et ils ont assumé. Même s'ils vivent un véritable enfer qui ne fait que commencer. Ils savent que leur enfant est dangereux. Ils pressentent le drame à venir. Ils frappent à toutes les portes, tirent sur toutes les sonnettes d'alarme. Mais personne ne les entend. Un jour, Nicolas les invite à déjeuner chez lui. Et au beau milieu du repas, il sort un pistolet pour les obliger à signer un carnet de chèques tout entier. Les parents cocaignes ne l'ont jamais vu dans une telle transe. Ils alertent la police et Nicolas est interné dans un hôpital psychiatrique. Là-bas, il parvient à embrouiller les psychiatres qui ne voient en lui qu'un comédien narcissique. Au bout de 3 semaines, il le relâche. Il rentre chez lui, il achète un babouin, un iguane et un varan. Sa maison normande est un zoo puant et sale. Sa petite fille vit dans ce bouge, ne l'oublions pas. Un jour, la petite refuse de retourner chez ses parents. Un médiateur accorde la garde à sa marraine. Voilà Nicolas en tête-à-tête avec Sophia. La pauvre, elle va déguster. Une nuit, Nicolas l'attache nue à un arbre et simule des meurtres sur elle. Il ne va pas jusqu'au bout, mais presque.
Elle dira que la nuit, il parlait à Satan dans son sommeil. En octobre 98, il se rend de lui-même chez les gendarmes. Il sent qu'il est comme une cocotte minute sous pression, sur le plan SEX. Il dit que sa perversité SEX l'envahit et demande à être castré chimiquement. Au lieu de ça, on l'envoie en hôpital psychiatrique, d'où il ressort peu après. Un jour, dans les années 2000, il confie à une de ses amies qu'il va faire un jour un truc tellement énorme qu'il passera au journal de 20 heures. Et il s'apprête à devenir père pour la seconde fois. Sophia est de nouveau enceinte. Les parents de Nicolas alertent les services sociaux. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Un enfant va naître chez les fous, au milieu d'un zoo puant. Il faut faire quelque chose, on vous en supplie. Finalement, après maintes et maintes supplications, les policiers et les pompiers débarquent le 4 août dans le pavillon normand. Et là, ils découvrent une véritable ménagerie. Les serpents, les araignées, Sophia enceinte alcoolique et Nicolas, complètement incohérent. Il est interné pour 3 semaines, au bout desquelles il ressort dans le même état. Quelque temps plus tard, il commet un hold-up à visage découvert dans une agence BNP de Rouen. Il y récupère 3 500 € qui vont lui servir à se faire tatouer le visage du diable sur son propre visage. C'est effarant. Comme le tatouage coûte très cher, il fait un nouveau hold-up, toujours à visage découvert, avec ses esquisses de tatouage. Pour passer inaperçu, il y a mieux. Il est arrêté, bien sûr, et envoyé en prison. Mais pourquoi en prison s'il est fou? C'est à l'hôpital psychiatrique qu'il faut l'enfermer. Seulement voilà. Les psychiatres expliquent qu'il est proche de la psychose, mais pas tout à fait. Selon eux, il est responsable de ses actes. Il peut donc être jugé devant un tribunal. Il va écoper de 5 ans pour les 2 braquages et il est libéré au bout de 3 ans. Il échoue dans la rue, SDF et alcoolique. Un jour, il explique à Sophia qu'il voit de temps en temps « tu sais quoi? Je crois que nos filles, elles ont été abusées. J'ai été abusée, moi, tu sais, à 13 ans. Je sais reconnaître quelqu'un qui a été abusé. » Sophia lui demande ce qu'il fait dire ça. Il lui répond qu'il est allé vérifier lui-même sur une de ses filles. Et qu'au passage, il lui a demandé de lui embrasser son SEX. Au début de l'année 2006, se produit un événement qui va précipiter les choses. Un soir, Nicolas tente de VIOL une jeune fille. Il est arrêté et échoue une fois de plus en prison. Très vite, son état mental inquiète. Il délire du matin au soir. Il prétend vouloir tuer Nicolas Sarkozy. Dans ces moments de lucidité, il demande lui-même à être placé à l'isolement. Tellement il se sent dangereux. Malgré tout, les psychiatres continuent de dire qu'il est responsable de ses actes et qu'il peut être jugé. C'est à ce moment-là que David Lagrue, qui sera le témoin tétanisé du meurtre, rejoint la cellule 26 où vit Nicolas Cocagne. Dans les semaines qui suivent, son propre avocat va supplier l'administration pénitentiaire de placer son client à l'isolement. « Il a des envies de meurtre, il me l'a dit, il va le faire !» Peu de temps après, Thierry Baudry rejoint lui aussi la cellule 26. La suite, vous la connaissez. Après le meurtre de Thierry Baudry, Nicolas Cocagne et David Lagrue sont emmenés à l'hôtel de police de Rouen. Cocagne y passe des aveux complets et détaillés, tandis que David Lagrue a bien du mal à convaincre les policiers qu'il n'était pas complice du massacre. Le corps de Thierry est autopsié. Le légiste établit qu'il manque 250 grammes de chair sur le cadavre. Ce que Nicolas Cocagne pensait être le cœur était en réalité un morceau de poumon. Et maintenant, que va-t-il se passer? Les 2 seuls cas de cannibalisme en France, avant cette affaire, avaient été jugés irresponsables de leurs actes, car schizophrènes. Alors, que faire de Nicolas Cocagne? Le prisonnier cannibale. Le juger ou l'envoyer dans une unité pour malades difficiles? Les psychiatres rendent leur verdict définitif. Oui, il est schizophrène, mais sa psychose n'entraîne chez lui
qu'une altération du discernement et non une abolition totale du discernement. C'est le même diagnostic qui l'a envoyé 4 fois en prison. Il est fou, mais pas assez. Il sera donc jugé. Son procès s'ouvre le 21 juin 2010 devant la cour d'assises de Seine-Maritime à Rouen. On s'intéresse bien sûr à sa personnalité. Crâne rasé, visage à moitié tatoué, cernes noires. Nicolas Cocagne se raconte tranquillement, debout dans le box, avec une voix rendue parfois un peu traînante par les médicaments. Il reparle de son parcours chaotique, calmement. Il reconnaît le meurtre, mais nie tout acte de torture et de barbarie. On aurait voulu entendre le seul témoin de cette scène de cauchemar, David Lagrue. Mais il s'est suicidé en prison 6 mois plus tôt, probablement traumatisé d'avoir assisté à une scène aussi atroce. Quand on interroge Cocagne à l'audience, il répond avec des phrases simples, claires. Aucune émotion, aucune gêne. Quand on lui dit qu'il a mangé le poumon et non le cœur, il répond « Je croyais que c'était le cœur. Je comprends maintenant pourquoi c'était si tendre. » Et quand on lui demande pourquoi il s'en est pris à Thierry Baudry en particulier, il répond « J'avais rien contre Thierry Baudry. C'est plutôt un gentil gars. Mais il m'a provoqué et j'ai réagi en fonction. Sans réfléchir, quoi. » Pendant tout le procès, sur les bancs de la presse, les journalistes s'insurgent. On pense qu'il est complètement fou et qu'il n'a rien à faire ici. Qu'importe. À l'issue du procès, Nicolas Cocagne est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 20 ans. En théorie, il pourrait sortir en 2030. Voilà les gens. J'espère que cette histoire vous a intéressé, interpellé. Moi, voilà, j'aime ce genre d'histoire, mais c'est compliqué de dire qu'on aime ce genre d'histoire, hein, c'est un peu particulier, mais voilà, je voulais vous la raconter. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce cannibale normand, qui avait l'air d'un fou, mais bon, il a vécu aussi des choses pas faciles. Ceci dit, ça n'excuse pas, ça n'excuse pas d'aller jusqu'au cannibalisme. On est bien d'accord. Voilà, je vous embrasse bien fort. Combien de psychopathes en puissance sommes-nous en train de transformer? Ouais, parce qu'avec tout ce qui se passe, honnêtement, entre les agressions chez les jeunes et tout ce qui se passe, quoi. On est en train de faire une génération de futurs psychopathes, je pense. Ça commence déjà d'ailleurs, hein. Quand on voit certains trucs, des gens qui se font assassiner en pleine rue juste pour avoir rendu service, par exemple. Je pense à cet employé communal qui a voulu aider une dame qui avait eu qui était rentrée dans une voiture où, je sais plus, en fait, il y a eu un pet, il y a eu un petit accrochage et en fait, c'était un jeune dans la voiture et dans l'autre voiture et il a voulu aider pour faire le constat et puis pour voir si la dame allait bien. Et il s'est pris une balle, voilà, parce que le gars avait un pistolet. Donc oui, il y en a des psychopathes dans les rues. Donc faites bien attention à vous, méfiez-vous à qui vous parlez et à où vous allez vous promener. Mais bon, un cas ne fait pas une généralité. Allez, je vous embrasse, je vous dis à plus tard. Et puis c'est tout. J'espère pouvoir vous refaire une vidéo bientôt. C'est pas dit parce que je suis encore un peu enrouée. Allez, bonne soirée, bonne journée. Et puis salut. Allez, bisous les gens.